Bonjour à tous, bienvenue au webinaire Gestion de crise, les clés pour bâtir un programme adapté et efficace au sein de mon organisation. Avant de commencer la session, est-ce que vous pouvez me préciser dans le chat que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Très bien, merci. Si vous rencontrez des soucis techniques pendant le webinaire, vous pouvez vous connecter avec votre téléphone en utilisant le numéro que vous avez reçu dans l'email de confirmation. Vous pouvez utiliser l'onglet questions pour poser toutes vos questions au fur et à mesure du webinaire et nos deux experts y répondront en fin de session. Pour dynamiser un peu la session, on vous demandera de répondre à quelques sondages en direct pendant le webinaire et les résultats et l'analyse de ces derniers vous seront partagés suite au webinaire. Christophe, Gauthier, je vous laisse la parole. Merci Jennifer et bonjour à tous et merci de votre participation à ce webinaire qui accompagne la sortie du livre blanc d'International SOS consacré à la gestion de crise, récemment produit avec le concours du CDSE, que je voudrais d'ailleurs d'emblée remercier, concours actif d'ailleurs puisque le président de la commission gestion de crise a lui-même rédigé l'avant-propos. Je m'appelle Christophe Subtil, je suis chargé de stratégie au sein du bureau de Paris d'International SOS et je vais interroger aujourd'hui le principal rédacteur du livre blanc, Gauthier Porot, notre directeur gestion de crise pour le groupe International SOS. Gauthier a donc une vision monde de ce sujet et c'est évidemment intéressant de bénéficier de son regard global, un regard parmi d'autres, mais un regard qui s'appuie quand même sur une expérience longue, très large, sur la gestion de crise et qui permet de s'inspirer des meilleures pratiques et de les adapter au mieux pour les entreprises françaises qui, quelle que soit leur taille, sont engagées à l'international. Alors Gauthier, je me tourne vers toi maintenant. Et avant de t'interroger sur la technicité de la gestion de crise, je voudrais te poser deux questions. La première est d'ordre un petit peu sémantique, mais les mots ont leur importance évidemment. Quand on parcourt le livre blanc, on est frappé, aussi bien sous ta plume que sous celle des différents directeurs sûreté sécurité qui nous ont fait l'amitié d'apporter leur témoignage, par le fait que deux mots sont toujours associés au mot crise. Le premier, c'est le mot résilience. Euh, Pourquoi, selon toi, cette association quasi systématique? Oui, merci Christophe et bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Les mots résilience et crise sont toujours systématiquement mentionnés ensemble. D'abord parce qu'ils sont profondément antinomiques. La résilience est un état final recherché par les organisations et ces individus, et c'est la capacité à absorber, à rebondir plus fort de situations critiques. Et la crise, par définition, c'est une situation où la viabilité et l'existence d'une organisation sont remises en question. Donc, de fait, la crise remet profondément en question cette résilience. Et donc un programme de gestion de crise et sa méthodologie permet et a pour but d'assurer la continuité et cette résilience avant, pendant et après les crises. Mais aussi, c'est la possibilité pour les organisations d'utiliser cette phase de changement pour se réinventer et tourner finalement cette situation critique en opportunité et en avantage compétitif. Voilà ce qu'il en est pour le premier mot. Le second mot, qui est toujours aussi fréquemment accolé au mot crise, c'est continuité d'activité. Le meilleur exemple, d'ailleurs, nous en est donné par le CDSE lui-même, qui a nommé sa commission gestion de crise et continuité d'activité. Et d'ailleurs, Arnaud Calica, le directeur sûreté de Meridiam, dans son témoignage, revient également sur ce point-là. Alors, qu'est-ce que ça signifie profondément, cette association de mots? Non, alors effectivement, je pense que le CDSE ici fait tout juste. Il n'y a pas de résilience sans continuité. Et donc, la gestion de crise, c'est une composante essentielle de ce triumvirat de résilience organisationnelle qui est composé de la gestion des risques et du plan des continuités des affaires. Et donc, un programme de gestion de crise doit, lui, être articulé en complémentarité, et je pense en bonne intelligence, avec ces deux premiers éléments de ce triumvirat. Et encore une fois, le programme de gestion de crise a pour objectif, encore une fois, dans cette temporalité, de réduire et d'assurer la stabilité des affaires, de la continuité des activités, euh,
et en faisant, encore une fois, de cette activité un outil stratégique pour l'ensemble des parties prenantes et aussi des organisations. Deuxième question. Pendant longtemps, peut-être, on a eu tendance à considérer les crises, et à les gérer d'ailleurs, par grands domaines, à les spécialiser en quelque sorte. Crise des métiers de l'entreprise, crise réputationnelle, crise cyber, crise liée à la sécurité au travail, bon, etc., etc. Est-ce que cette approche par domaine est toujours pertinente aujourd'hui dans le monde de plus en plus interconnecté et transparent que nous connaissons? Alors, effectivement, qui dit haute volatilité dit besoin d'agilité. Et je pense que, comme on l'a dit juste avant, la définition d'une crise, donc une situation qui remet en question la viabilité et l'existence d'une organisation, on va dire la majeure partie des domaines sont concernés à un certain point. Alors peut-être pas tout de suite, mais l'interconnexion des systèmes, l'interconnexion du monde et de nos activités nous mettent très rapidement sur le fait accompli que c'est une chose qui concerne l'ensemble. Donc une approche par scénario, comme on le faisait il y a 10, 15 ans, malheureusement est trop rigide et aujourd'hui ne fonctionne plus. Donc la nouvelle approche qui est référencée dans les lignes directrices d'ISO 22361, qui est d'ailleurs le point de référence qu'on utilise pour notre méthodologie, mais qui, elle, finalement, s'inspire de 40 ans d'expérience chez International SOS, s'articule autour de ce principe agnostique, où finalement c'est une méthode pour l'ensemble des types de crises face auxquelles les organisations et les entités se retrouveraient. Donc ici, ce qui est important, c'est de ne pas tomber amoureux de ces plans, hein, parce que sinon on aurait le cœur brisé un peu rapidement. Beaucoup l'ont vu pendant le Covid, malheureusement, à leurs dépens. Et ici, je pense qu'il faut favoriser, peut-être à l'inverse de la préparation par scénario, la modélisation de scénario, on en reparlera un petit peu après, dans l'avant-crise. Donc, quel est ce monde des possibles? Quelles sont ces fameuses licornes et dragons auxquels on peut faire face et comment les organisations peuvent s'y préparer? Tu veux redonner le nom de l'ISO que tu évoques? C'est l'ISO 22 361 de 2022. Très bien. Avant d'aller dans le vif du sujet, Jennifer, je crois que tu as une première question à poser, une première question, sondage, si je puis dire. Et si vous voulez prendre une vingtaine, une trentaine de secondes pour y répondre, ça sera intéressant d'avoir un petit peu le reflet de votre panel. Quelle est l'importance accordée à la gestion de crise dans votre organisation? Les réponses se stabilisent. Je propose d'arrêter le sondage maintenant. D'accord. Bon, eh bien, je pense que tout le monde voit les résultats, Jennifer. Tout à fait. Voilà, donc bon, ça permet de constater que très très majoritairement, c'est une place qui est déjà bien affirmée en France. On pourrait dire que le sujet est assez mature. La place donc est soit très importante, soit moyenne. En tous les cas, très peu, une dizaine de pourcents disent que la place est très faible ou qu'ils n'en ont finalement aucune idée. Très bien. Donc, rentrons maintenant dans le vif du sujet et dans la première partie du livre blanc, logiquement intitulé En amont de la crise. Tu identifies, Gauthier, trois mesures, trois dispositions préparatoires que tu juges clés pour être prêt à gérer tout type de crise. Pourrais-tu revenir dessus, s'il te plaît? La première, tu l'as nommée identifier les risques. Oui, alors, et même, je vais un peu plus loin, identifier les risques systémiques. Donc, le principe fondamental des risques systémiques, c'est quoi? Ce sont des risques qui sont interconnectés. Alors, bien sûr, toute organisation doit avoir une vue d'ensemble sur son registre des risques. Et certains d'entre eux sont interconnectés et soit ont une source interne, soit une source externe, soit les deux. Donc, il est essentiel d'identifier ces risques pour se dire, OK, qu'est-ce qui peut, dans un temps assez rapide ou même dans le temps un peu plus long, amener, encore une fois, mon organisation à se retrouver en question existentielle? Et sur la base de ces risques systémiques identifiés, comme je l'ai mentionné avant, essayer d'imaginer le monde des possibles. Et si? Modélisation de scénarios. Sur la modélisation de scénarios, le but n'est pas d'avoir tout juste, mais le but est d'imaginer la possibilité des futurs au pluriel. Donc d'imaginer, considérant l'occurrence peut-être de ce risque avec ce risque-là, qui ferait devenir la situation avec un risque systémique, comment est-ce que la situation peut se dérouler, quels en sont les impacts, quels en sont les dilemmes, quelles sont les parties prenantes, et quelle est la temporalité finalement du dénouement de cette situation-là. Et donc identifier ces risques systémiques afin d'en tirer, je pense qu'on va venir sur ce point après,
essayer d'en identifier les signaux faibles. Et c'est, je pense, ici, le cœur de métier de l'avant-crise, c'est de se concentrer sur ces éléments de signaux faibles, réussir à les capter pour identifier l'occurrence de ces risques systémiques. Alors, comment se prépare-t-on? Comment s'équipe-t-on? Comment s'organise-t-on justement pour percevoir ces signaux faibles et les isoler du bruit ambiant Ouais, et alors de l'infobésité? exactement, parce qu'aujourd'hui, l'infobésité est malheureusement un problème pour tous. On voit aussi le nombre de fake news arriver. Donc déjà, trouver des bonnes sources, des sources viables, des sources neutres en termes d'information. Deuxième chose, différents outils peuvent être mis en place. Alors attention, petite différence entre le signal faible et le déclencheur. Le déclencheur, c'est vraiment l'élément que vous voulez observer sur la base des modélisations de scénarios que vous avez faites. Et qu'est-ce qu'un déclencheur? Un déclencheur, c'est tout simplement un signal faible mis dans son contexte. Et pour ça, il y a différentes approches. Je pense qu'il n'y a pas une approche unique. Vous pouvez avoir un système d'alerte précoce avec des outils digitaux, des capteurs. Vous pouvez avoir aussi des service providers qui vous envoient des alertes, comme le fait International SOS, ou alors des différentes analyses qui vous permettent de surveiller ça. On voit la montée de l'IA. Alors l'IA est meilleur ennemi ou meilleur ami. Si la base de données que vous utilisez pour lui ordonner le prompt d'aller chercher ces informations. Si cette base de données est biaisée, la réponse sera biaisée. Donc, il faut faire très attention à cet endroit-là. Vous avez ensuite les analyses d'environnement ou d'écosystèmes qui peuvent être faites par le biais de sources externes. Il y a les canaux de communication internes et externes, les parties prenantes qui se trouvent dans la zone où vous opérez, mais aussi à l'interne. Je pense que très souvent, on sous-estime le niveau d'information granulaire que l'ensemble des différents domaines stratégiques, opératifs et tactiques ont à disposition. Et pourquoi pas le sondage. Le sondage au sein des organisations apporte une plus-value énorme et permet aussi de déceler l'occurrence et l'arrivée de ces signaux faibles ou alors de ces déclencheurs. Ensuite, les équipes interfonctionnelles. Donc, beaucoup d'organisations ont soit des comités de risque ou des comités de résilience qui se retrouvent tous les 3 mois ou tous les 6 mois et qui passent en rue peut-être des nouvelles entrées de marché, un développement de produits, une nouvelle activité, un projet qui commence. Et comment est-ce qu'on arrive par dessin à construire cette fameuse résilience et à s'assurer de dire, OK, on a ces activités, on a cette présence et cette empreinte globale, on sait que les choses arrivent, on pense à l'élection américaine qui a commencé et dont les résultats ne seront peut-être pas connus ce soir, mais peut-être dans plusieurs jours, on pense aux situations assez connues, on les appelle les rhinos gris ou alors les signes noirs, on parle du Pacifique, on parle des pandémies, on parle du Moyen-Orient malheureusement. Comment est-ce que proactivement on se concentre là-dessus et on essaye d'amener voilà, des équipes interdisciplinaires, interfonctionnelles pour parler ensemble. Et enfin, bien sûr, faire appel à des experts du domaine ou à des experts en lien avec la thématique que vous avez identifiée. Deuxième disposition préparatoire, planifier une structure de crise. Alors, ça veut dire quoi? Planifier une structure de crise. Donc, vous avez différentes choses. Il y a la documentation, les processus, les protocoles, et puis les équipes de réponse. Alors, pour la documentation, il existe 2 écoles. Il y a les fans de papier et les gens qui détestent le papier. Les fans de papier, c'est des documents de 100 pages que personne ne lit, qui prennent la poussière sur l'étagère et qui finalement sont plus, on va dire, une croix dans la boîte pour rassurer tout le monde, pour la compliance, pour le légal, etc., mais qui, in fine, est une perte. Donc, je pense qu'il faut rester pragmatique, il faut rester simple. On parle principalement de 4 documents essentiels. Le premier est une politique de gestion de crise qui, fondamentalement, est le message des dirigeants, des 4 dirigeants sur la volonté d'intégrer un programme de gestion de crise. Parce que, encore une fois, je pense qu'un programme de gestion de crise doit être porté par les décideurs en premier lieu. Sans le soutien des décideurs, vous avez un programme qui sera inerte et qui ne portera aucun fruit. Donc vraiment, ça réside chez eux. Ensuite, vous avez le plan de crise qui tout simplement explique très bien, avant la crise, pendant la crise, après la crise, comment est-ce qu'on se prépare, quelles sont les activités et comment on fait. Et ensuite, vous avez le plan de communication de crise que je vois d'ailleurs chez mes clients de plus en plus être fusionné avec le plan de crise. Là, c'est essentiel. Comment est-ce qu'on communique à l'interne, à l'externe? Quelles sont les différentes approches, stratégies? Et on reparlera après dans la réponse à la crise de la com de crise. Et enfin, un guide en gestion de crise qui, lui, par contre, pourrait être, si je passez-moi l'expression, une bible en gestion de crise que chaque répondant pourrait avoir chez lui ou avec lui dans les formations ou en temps de crise pour peut-être se rappeler les éléments essentiels. Il existe aussi une documentation zéro, une approche avec documentation zéro. Par contre,
Et je connais quelques clients qui ont cette approche. Par contre, là, il faut énormément former les collaborateurs. Et donc voilà, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Donc je pense qu'un juste milieu est recommandable. Mais justement, je voudrais revenir une seconde sur la création des équipes dont tu as parlé. Alors pour les petites entreprises, c'est peut-être un petit peu plus simple. Pour les grands groupes, d'ailleurs, je renvoie au témoignage de Caroline Cézou, Bien sûr. responsable de la gestion de crise chez Veolia, sur ce sujet. Comment s'organise-t-on dans un grand groupe entre le niveau corporate, les BU, le terrain, etc. Exactement. Donc, je pense que, encore une fois, ici, il n'y a pas de solution à taille unique. Par contre, ce qui est essentiel, c'est de s'assurer qu'on a un processus d'escalade. On a un processus d'escalade pour remonter l'information et qu'on ait différents niveaux de résolution d'incidents, de problèmes, qui, eux, s'inscrivent principalement dans la gestion des risques et dans la continuité des affaires. Et puis, une organisation ad hoc, donc extraordinaire, qui sort de l'ordinaire et qui, elle, aurait, on va dire, une composante plus spécifique, propre à la crise, et qui, elle, a vocation à être activée pour résoudre la crise et désactivée le plus vite possible, hein, parce que l'objectif finalement de la gestion de crise, c'est de ne jamais gérer une crise. Et donc, quand on est dans cette phase de crise, c'est d'essayer de la gérer le plus vite possible pour retourner dans les plans de recouvrement ou les plans de continuité avec ces structures que j'ai mentionnées avant. Et donc, vous pouvez avoir trois niveaux. Un niveau stratégique, politique, qui prend les décisions, ou au moins qui donne les lignes directrices. Vous avez le niveau opératif qui, lui, coordonne les actions. Encore une fois, ça dépend de la taille de votre organisation. Beaucoup ont finalement que le stratégique et le tactique. Et puis, le tactique, c'est où se trouvent les experts, c'est le terrain, et qui, lui, est très, très, très sollicité tout au long de la crise. Donc, je vois principalement un niveau stratégique, un niveau tactique, et puis l'opératif, s'il y a un besoin de coordination, si par exemple on travaille sur différentes zones temporaires, si on a un décalage horaire, on voit une nécessité d'ajouter un troisième niveau. Troisième mesure à prendre en amont, évidemment, former les collaborateurs. C'est évidemment essentiel. Alors, quelles sont, à ton sens, quelles sont les formations les plus indispensables, voire les plus fréquemment implémentées dans les entreprises? Ouais, je pense que les plus connus restent l'exercice de table, la simulation de crise et le media training, donc l'entraînement aux médias. Je pense qu'il y a peut-être, et ISO 22361 le clarifie très bien, l'exercice de table, fondamentalement, est un dialogue tactique. On reprend notre modélisation de scénario et on développe des stimuli. Et sur la base de ces stimuli, on se met dans la salle avec les différentes parties prenantes qui font soit partie de la cellule de crise, soit une cellule un peu élargie. Et on dit voilà, imaginons que cette situation arrive, qu'est-ce qu'on fait? Qui fait quoi? Rôle, responsabilité, mission, approche, sur la base des 5 piliers de la réponse à la crise qu'on va voir après, qui est mentionné dans le livre blanc. Comment est-ce qu'on se prépare? Et là, c'est un dialogue tactique, donc pas de pression de temps. On regarde les plans, on s'assure que tout est coordonné, etc. Donc ça, c'est un outil, je pense, fantastique parce qu'on peut le faire en 45 minutes jusqu'à 4 heures. Donc ça, c'est très flexible. Le deuxième élément, c'est la simulation de crise. Là, l'objectif, c'est de jouer vraiment le processus décisionnel de A à Z. On recommande un côté... Dans les conditions les plus proches de la réalité. Absolument. Hein. Donc, c'est vraiment s'entraîner comme on combat. Et puis, c'est d'évaluer le processus avec un côté immersif. Beaucoup d'outils existent pour créer ça. On simule les réseaux sociaux, les emails, les vidéos, les informations. Et puis surtout, on évalue les décideurs. Parce qu'on peut les voir à une échelle indice, prendre des décisions, considérer les différentes options et puis lancer ce plan d'action. Et puis, énormément de leçons sont apprises de cette approche-là. Et enfin, le media training, donc la formation aux médias, ça va de la prise de parole en public, à la conférence de presse, à la réponse aux questions en express statement. Donc, communication externe et interne. Et interne, parce qu'effectivement, on se rend compte qu'en crise, on a tendance à vite penser et considérer l'externe, alors qu'en fait, l'interne tire aussi à la même corde. Et on a souvent, on dit oui, en fait, on a ce fameux effet de bystander effect où on pense que les gens vont de par eux-mêmes communiquer l'information, alors qu'en fait pas. Donc il y a ces deux flux, ces deux canaux qu'on doit considérer en tout temps. Dernier élément qui vient et qui est de plus en plus populaire chez différents clients que j'accompagne et que nous accompagnons chez International SOS, c'est des flash training. En fait, c'est des petits flash training de formation flash de 45 minutes sur des thématiques très spécifiques qui peuvent se caler à midi, le matin avec un café, et les gens apprécient énormément. Et finalement, c'est tout un programme de gestion de crise que vous voulez avoir. Il y a vraiment une sorte de journée d'apprentissage qui se fait sur, je pense, 2 à 3 ans. Et voilà, on accompagne les clients à structurer ça sur une année, sur 2 années, sur 3 années, et on voit
vraiment des résultats fantastiques. Très intéressant. Avant de passer à la deuxième phase, qui est la phase pendant la crise, Jennifer, je pense que nous avons une nouvelle question. Oui, et avant la question, un récapitulatif des objectifs pour avant la crise. Donc, c'est prioriser la détection précoce, créer une structure de réponse agile, assurer une préparation ciblée. Et les facteurs de succès, c'est vraiment la modélisation de scénarios, un leadership clarifié, qui fait quoi, et une préparation continue, comme on l'a mentionné pour le programme de formation. Et puis des pièges à éviter, complexité excessive des procédures, ce fameux document de 100 pages que Christophe a mentionné avant, la surcharge d'informations, quel est le bruit, quel est le son, et enfin la dépendance à des outils spécifiques, parce que en temps de crise, très souvent, on a une autre surprise qui arrive, et tout ce dont on espère va fonctionner, malheureusement, ne fonctionne pas automatiquement. C'est l'occasion de préciser que les diapos seront disponibles à l'issue du webinaire, je le dis Naturellement. pour tout le monde. Jennifer, voilà Oui. la question qui introduit la deuxième partie, s'il te plaît. Votre organisation, avez-vous mis en place une structure de crise formelle dans votre organisation? Alors les réponses se stabilisent. Je pense qu'on va arrêter le sondage maintenant. Bon, il n'y a que 56% de réponses, mais en tous les cas, ça montre là aussi, c'est d'ailleurs cohérent avec le premier sondage, que une très grande majorité ont déjà maintenant une structure établie dans leur entreprise. Très bien. Donc, pendant la crise, maintenant, Gauthier, cette phase cruciale, bien sûr, pendant laquelle il s'agit de prendre des décisions, de bonnes décisions, si possible, à la fois pour contenir la crise et donc en minimiser les impacts. Tu évoques la mobilisation des équipes. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que d'emblée, tout le monde est sur le pont? Pas forcément. En fait, on a tendance à vouloir tout de suite, tout le monde. Alors, je pense qu'il y a différentes étapes et les crises, et la spécificité des crises, finalement, donnent la règle et donnent le rythme. Et très souvent, c'est sur la base de celle-ci qu'on s'articule. Les décideurs peuvent vouloir avoir d'abord un premier nucléus en place, avec pourquoi pas les quatre rôles essentiels qui sont le leader, le coordinateur, quelques loggers, des scribes, et puis pourquoi pas déjà un petit peu la cellule anticipation. Mais j'aime voir la cellule de crise comme finalement un essaim d'abeilles. Donc c'est un peu une ruche où finalement tout le monde apporte son information, son travail, son effort au bon moment. Et donc une cellule de crise, je dois dire dans sa première heure, n'est peut-être pas la même à la fin. Et c'est tout à fait normal, parce que la crise évolue, donc nous devons évoluer, nous devons nous adapter en conséquence. Afin d'éviter surtout, et ça c'est quelque chose que j'observe malheureusement dans beaucoup d'industries, c'est ce qu'on appelle le voyeurisme de crise ou le tourisme de crise. Oui, absolument. Et d'ailleurs, on ne le dit peut-être pas assez, est-ce que ce n'est pas un des rôles essentiels du directeur de crise, qu'il soit directeur sûreté, DRH, secrétaire général ou je ne sais quoi d'autre, de justement sélectionner très finement, euh, en tous les cas au niveau corporate, la composition de la cellule de crise. Oui, et puis surtout les profils. On ne donne pas n'importe quel rôle à n'importe quel profil. Il y a des gens qui sont, de par leur diversité, de par leur culture, de par leurs compétences, extrêmement façonnés pour certains rôles, de ces quatre rôles que j'ai mentionnés avant. Et je pense qu'aussi, il est possible d'avoir des gens dans une salle en observateur, en stand-by, qu'on active au besoin selon l'évolution de la situation. Et oui, le leader, les décideurs ont un rôle essentiel pour s'assurer qu'ils ont les bonnes personnes autour de la table. Tu évoques ensuite la nécessité de reprendre le contrôle des événements, c'est très important. Et je signale d'ailleurs pour le coup le témoignage de Jean-Luc Ibor, le directeur de sûreté de L'Oréal, qui évoque également ce point. Contrôle des événements qui fait état d'ailleurs précisément d'une méthodologie. Par exemple, Jean-Luc Ibor chez L'Oréal évoque sa méthodologie calme. Calme, bien sûr. Bon, voilà. Alors, comment s'y prend-on quand on est dans une entreprise peut-être un petit peu moins mature, un petit peu moins équipée pour avoir quand même une méthode pour reprendre le contrôle des événements? Bien sûr, bon,
qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Donc, au moins d'avoir une méthode, d'avoir quelque chose en place. Alors, celle de Jean-Louis Kibord chez L'Oréal est extrêmement efficace. La méthode calme, elle fonctionne très bien. J'encouragerais peut-être les organisations qui n'ont rien en place à déjà donner un coup d'œil à ISO 22361, qui fournit 2-3 graphiques assez essentiels, d'utiliser aussi, pourquoi pas, notre méthodologie. Nous, on est très heureux de partager cette approche avec toutes les personnes qui seraient intéressées de l'avoir. Et puis, je pense qu'il faut mettre très rapidement une structure de base en place et mener aussi cette activité d'identification des risques assez rapidement. Et puis, pourquoi pas lancer un premier exercice de table pour tester cette mesure, cette méthodologie. Et donc, il y a principalement deux éléments essentiels dans la réponse à la crise. Donc, après la mobilisation, qui est, je le recommande, fait par l'utilisation d'une checklist pour s'assurer vraiment que, comme on l'a dit avant, les gens à l'intérieur de l'organisation soient informés de l'activation d'une cellule de crise, qu'on ait activé les bonnes parties prenantes, qu'on a le bon système de communication, le bon système de triage de l'information, on ait la bonne salle, et si on n'a pas de salle, qu'on ait un bon système électronique pour travailler soit en mode hybride, soit complètement en mode digital, qui n'est vraiment pas chose facile en temps de crise. Et puis, commencer par le contrôle de la situation, qui est tourner le bruit en son. Donc ici, très rapidement, quels sont les faits? Quels sont les effets? Quelles sont les mesures immédiates que je peux mettre en place pour garder finalement la tête hors de l'eau? Quel est mon besoin d'information? Et enfin, et surtout, et ça je pense que c'est vraiment le grand changement dans la gestion de crise moderne, en tout cas 2.0, c'est comment la situation peut évoluer pour le pire et pour le meilleur, dans les prochaines heures, dans les prochains jours et dans les prochains mois. Parce que si c'est une crise, effectivement, les répercussions pourront se sentir dans les semaines, dans les mois, même dans les années qui suivent. Donc comment est-ce que je peux reprendre le contrôle de la situation et intégrer une composante d'anticipation à l'intérieur? Le deuxième élément essentiel dans la réponse à la crise, c'est l'orchestration des parties prenantes, qui est avec moi, qui est contre moi, qui est neutre et qui n'est pas encore engagé, qui pourrait venir. Donc là, on recommande le radar des parties prenantes. Et ici, on l'articule autour des fameux 5 P, votre personnel, vos partenaires, les pouvoirs en présence, la presse et la population peut-être où vous opérez. Et donc, gardez toujours ça au centre de vos préoccupations, donc le contrôle de la situation et le radar des parties prenantes. Ça nous amène très logiquement à une question d'ailleurs que j'aurais pu évoquer au début en termes d'association. Dans le contrôle des événements, il y a une association qui est absolument très étroite, très forte, c'est crise et communication. Absolument. Quelle stratégie adopter en la matière? Alors, les experts en communication confirmeront, le monde des réseaux sociaux a complètement changé la donne. Et c'est primordial d'avoir une surveillance ou au moins une main sur ce qui se dit. Après, 90% de ce qui est dit sur les réseaux sociaux, fondamentalement, sont perceptibles, sont intelligibles et beaucoup, finalement, ne sont pas si stratégiques que ça. Donc, faire le tri, encore une fois, entre le bruit et le son. En temps de crise, votre narratif ne vous appartient tout simplement plus. Donc, le seul objectif que vous avez, c'est de réussir à construire de la cohérence par de la consistance. Est-ce que vous faites ce que vous dites? Et est-ce que vous le faites bien? Très rapidement, en début de crise, ce qu'on recommande, c'est de passer le message de dire, déjà, démontrer de l'empathie, peu importe que vous soyez responsable ou pas, il faut garder en tout temps l'humain au centre, et de dire, nous comprenons, nous avons cette empathie, et surtout, nous agissons. On est dessus. Et donc ça, je pense que c'est les deux messages essentiels. Et pour revenir sur le point d'avant, parler à l'interne et à l'externe. Avoir des messages clés et surtout associer ça à votre prise de décision stratégique. Qui ne sont pas forcément les mêmes. Non, qui ne sont pas forcément les mêmes, absolument. Très bien. Troisième action collective que tu évoques, et là on est vraiment au cœur du sujet, au cœur de la crise, c'est la résolution du problème. Pas seulement d'ailleurs à courte vue, tu insistes beaucoup là-dessus, mais dans une vision de long terme. Aurais-tu une démarche qui permettrait de ne rien oublier dans cette phase clé? Alors bon, nous sommes des générateurs d'angles morts, surtout en temps de crise, avec toute cette pression qui vient sur nous, on a nos biais cognitifs qui s'activent, etc. Donc déjà, première recommandation, il y a une structure de raisonnement et il y a une structure de prise de décision, c'est essentiel. Faisons la différence entre le contrôle de la situation et la résolution du problème. Le contrôle de la situation, c'est vraiment, vous êtes un pilote dans un avion et vous avez votre cockpit. Il se passe quelque chose. Vous avez des boutons qui sonnent et qui clignotent.
Contrôle de la situation, c'est j'active ces boutons pour stabiliser. Ensuite, la résolution des problèmes, c'est comment est-ce que je fais pour éviter que mon avion décroche. Et donc, la résolution des problèmes, comme tu l'as dit très justement, c'est de solutionner le problème dans le temps long. Pourquoi? Parce qu'une crise, encore une fois, remet en question la viabilité de l'organisation, donc doit se solutionner à long terme. D'abord, le leader ou les leaders doivent clairement définir quel est l'état final désiré. À quoi ressemble l'organisation sortie de crise? Donc là, c'est une Ça, c'est vision. vraiment son rôle. Ça, c'est son rôle. Parce qu'en Exactement. fait, le leader, quand il arrive, Donner du sens et trouver l'effet final recherché. absolument. Et quel est l'énoncé de la mission, hein? Et c'est cette vision-là, ce cap, cet azimut qui est donné par le leader qui va permettre au coordinateur et à la cellule de crise d'aller dans son sens, d'aller dans le sens du chef, d'aller vers son intention. Donc, quel est l'état final désiré? Très court, 3 mots, 3 lignes. Ensuite, pour réussir à atteindre cet objectif, le leader va définir des axes de travail, hein. Les anglo-saxons appellent ça des work streams. Donc, pour chaque axe de travail, attention, l'axe de travail n'est pas le domaine, c'est pas opération, RH, etc. C'est des parts de la crise, des parts du problème. J'aime bien prendre l'image d'un gâteau au chocolat. Vous ne pouvez pas manger un gâteau au chocolat d'un coup, vous auriez une indigestion, ce qui est assez logique. Donc, coupez des parts, décomposez votre problème pour le rendre digeste. Donc, vous avez vos axes de travail. Chaque axe de travail doit être priorisé. Alors là, ce que je recommande, c'est éviter de dire que tout est prioritaire. Non, non, non. Forcez-vous à dire P1, P2, P3. Ensuite, vous attribuez ces axes de travail soit à des task force, donc à des équipes interopérables, parce que l'objectif de la gestion de crise, c'est aussi de créer de l'interopérabilité, ou alors attribuez-les à des domaines de compétences. Et ensuite, pour chacun des axes de travail, le leader doit attendre des options, des solutions. Minimum 2 options par axe de travail. Ensuite, lors des rapports de décision, le leader se voit présenter ces options-là, prend la décision et intègre ces différentes options par axe de travail ensemble, et ça devient son plan d'action. Et c'est comme ça que finalement le problème va être résolu dans le temps long. Et ce qui est intéressant, c'est que les options qui sont développées se nourrissent du contrôle de la situation. Souvenez-vous, dans le contrôle de la situation, je vous ai dit, imaginez comment la situation peut se développer à court, moyen, long terme. Donc on intègre ces éléments d'anticipation dans les options qu'on développe, comme ça les options qu'on utilise sont dans le long terme. Et là, je pense, clin d'œil au plan de continuité des affaires. Si vous choisissez l'option A pour l'axe de travail 1 et que vous avez réussi à développer 2 autres options, ces options que vous n'allez pas prendre deviennent votre plan de contingence. Donc vous avez un processus de plan de continuité aussi dans votre processus décisionnel. Donc voilà, en résumé, voilà à quoi pourrait ressembler une prise de décision stratégique. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu as une diapo pour conclure cette partie? Oui, bien sûr. Donc rappel des objectifs, c'est donc stabiliser la situation, créer de l'interopérabilité. Alors l'interopérabilité, ça ne veut pas dire que c'est le chaos, ça ne veut pas dire que tout le monde peut parler avec tout le monde, mais c'est vraiment de créer des équipes qui ont la possibilité d'interagir les unes avec les autres. Donc sortir de ce mode de taylorisme vertical à quelque chose d'extrêmement horizontal. Et le général McChrystal, dans son livre Teams of Teams, le dit très bien, c'est de créer un réseau d'équipes. Ensuite, agir et oser. Très souvent, on a la posture de la vache qui regarde passer le train, hein, alors qu'en fait, il faut oser, il faut être contre-intuitif et il faut agir pour ne pas rester une cible fixe. Enfin, résoudre les problèmes dans la durée. Donc les facteurs de succès, c'est donc la clarté dans la répartition des rôles, une communication cohérente, consistante, et une visualisation des actions et de leur suivi. Les pièges à éviter, c'est le manque de priorisation, ignorer les mises à jour de la situation, parce que le contrôle de la situation alimente les autres piliers qui ont été mentionnés avant, bien sûr, et enfin, les messages contradictoires ou trop techniques, où là, malheureusement, notre message serait sans effet aucun. Très bien. Pour ouvrir la dernière partie, Jennifer, une question sondage. Dans quelle mesure la direction est-elle impliquée dans le suivi et l'amélioration des processus après une crise? Voilà, question intéressante. Voilà, 30 secondes.
Très bien. Alors, on pourrait avoir l'impression que c'est équilibré, mais quand on regarde bien les résultats, on a quand même la moitié, c'est actions prises sans implication forte de la direction, où peu de suivi et d'amélioration sont apportés. Donc, ça souligne l'importance de cette troisième phase, le post-crise. Et comme le sondage d'ailleurs vient de le confirmer, c'est un sujet qui est encore trop négligé, Ouais. trop négligé, très souvent sous-traité, et pourtant capital si on veut vraiment être dans la résilience et dans l'amélioration de l'entreprise au sortir de la crise. Comme le rappelle, je vous invite à vous y référer, Jean-Claude Gallet, le directeur sécurité de Michelin, dans son témoignage. Pour toi, il y a 3 actions à ne pas rater et à mettre en œuvre avec détermination et même un certain volontarisme pour ne pas céder parfois à l'euphorie du succès, quand succès il y a, ou tout simplement par le quotidien qui reprend ses droits. D'abord, c'est démobiliser les équipes. Ouais. Je pense que tu voulais dire un mot là-dessus. Oui, je pense que très souvent, on a tendance à ne pas oser à formaliser la démobilisation de la cellule de crise. Donc, comme je l'ai dit avant, la cellule de crise doit rester, si possible, dans un laps de temps le plus court, active. Pourquoi? Parce que la pression sur la santé mentale de vos collaborateurs, et puis finalement la nécessité d'avoir une cellule de crise en tout temps, est questionnable. Je ne crois pas que ce soit absolument nécessaire si vous avez, encore une fois, dans une culture d'entreprise qui a une gestion des risques et des plans de continuité des affaires, ils peuvent assurer la transition assez rapidement. Deuxième élément, on a peur très souvent de désactiver, démobiliser la cellule de crise si la crise revient d'une certaine manière, ou alors si la crise a soulevé d'autres cailloux. Et de cette crise-là, en est une autre. Donc on a peur aussi comme leader parfois de passer un petit peu pour un imbécile parce qu'on se dit ah bah tiens, il vient de désactiver la cellule, maintenant il la réactive, c'est-à-dire qu'il n'a pas le contrôle. C'est absolument faux. Et je pense que cet élément-là est essentiel. Ensuite, le fait de la désactiver, ça permet de communiquer aussi à l'interne des organisations pour dire voilà, on a bien compris que la phase aiguë est terminée, maintenant on passe dans la phase de recouvrement. Dans cette phase de recouvrement, c'est essentiel parce que déjà, ça permet de rassembler et d'archiver l'ensemble des décisions qui ont été prises pendant le temps de crise, donc les différentes fils de l'eau, ces différentes informations-là qui seront peut-être nécessaires si malheureusement il y a une situation légale au profit de la justice, mais aussi pour l'apprentissage pour les crises prochaines. Donc cet archivage-là et cette formalisation de la phase le permet. Ensuite, ça permet aussi de savoir qui on doit soutenir, à qui on doit apporter de l'appui, non seulement aux personnes qui ont été victimes ou qui ont été touchées par la crise, mais les personnes qui ont dû la gérer. Et très souvent, qu'on oublie souvent. Et qu'on oublie souvent, et puis surtout, ce sont des problématiques qui ne viennent pas tout de suite. C'est additionnel à d'autres éléments de pression qu'ils auront peut-être vécu et qui doivent se traiter après coup. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours ces éléments à chaud, à froid, et il faut garder ça toujours finalement dans son viseur. Et puis peut-être célébrer le succès, féliciter, quand bien même la crise a peut-être eu des dommages collatéraux importants, c'est célébrer les efforts des gens au sein de la cellule de crise. Les mettre en avant et montrer que c'est possible, un peu démystifier ce côté peur que la crise peut générer. Et donc célébrer le succès, célébrer les personnes qui sont allées l'extra mile, qui sont allées plus loin que ce qu'on leur demandait, est essentiel aussi pour garder leur motivation et la rétention. Parce qu'on a vu après le Covid... Et préparer la crise suivante. Et préparer la crise suivante, puis on l'a vu après le Covid, un nombre de démissions gigantesques, des personnes qui soit en pouvaient plus, soit avaient été complètement, malheureusement, désillusionné finalement par ce qu'il y avait en place. Donc je pense que l'effet Superman parfois est un peu dangereux, l'effet champagne, hein, c'est-à-dire on a survécu, on est trop fort, etc. Vite, retour aux activités. Non, non, non. L'après-crise est, je pense, la phase la plus importante parce qu'elle vous permet de vous préparer à la prochaine crise. Donc tout ce que vous n'allez pas traiter dans l'après-crise, soyez assurés, ça va revenir dans la prochaine, voire peut-être en pire. Ouais. Voire peut-être en pire. Justement, alors continuons dans cette phase si importante. Tu dis également qu'il est primordial de réviser ses plans. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire sur ce point-là? Bon, on connaît tous le principe du rétex, hein, du retour sur l'expérience. Réviser ses plans, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Puis on le fait à chaud et à froid. Il y a souvent un delta entre la perception d'à chaud et à froid qui sont essentiels. Le cadre de cette révision des plans doit être essentiel, c'est-à-dire que ça doit être un exercice sans blâme.
Hein, on le disait en préparant cette séance, Mhm. ça ne doit pas être la révolution française à Mhm. chaque fois. Et d'ailleurs, Mhm. très souvent, de couper la tête du roi n'apporte pas forcément une période calme après. L'histoire nous l'a prouvé. Donc d'abord, essayer de créer un cercle de confiance où les gens ont le sentiment qu'ils peuvent exprimer et aller dans les détails sur comment est-ce qu'ils ont vécu finalement la crise. Et puis, multidimensionnel. Tout le monde doit être sur le grill, hein, je sais que c'est ton expression. Tout le monde doit aller sur le grill et tout le monde doit pouvoir avoir la chance de partager. Et sur la base de tout ce qui sera partagé, en tirer des conclusions et surtout des actions très claires. Et tout ce qui a bien fonctionné, le consolider, le célébrer et le renforcer à l'intérieur de votre organisation de crise, je pense que c'est clé. Et puis le dernier mot, et ça c'est un mot que tu mentionnes souvent, c'est l'humilité. Oser Il n'y aller. a pas de rétexte sans humilité. Non, c'est impossible. Parce qu'en fait, mettez votre ego à la porte. Le but, c'est de construire encore une fois la résilience. De haut en bas. De haut en bas, peu importe le rôle, peu importe la casquette. Humilité dans cet exercice et surtout pas de blâme. Et dire aux gens, vous pouvez parler, vous avez le droit de parler. Parce que soyez juste assurés que les crises reviendront encore plus fortes si vous ne faites pas cet exercice. Est-ce que ce moment de révision des plans, il est important en cas d'échec dans la gestion de la crise, bien sûr, mais en cas de succès aussi? Oui, absolument. Je pense que on peut apprendre de tout. Il y a cette philosophie japonaise qui s'appelle kintsugi et qui dit que casser est magnifique. C'est-à-dire qu'il y a une culture au Japon qui est de réparer les objets cassés avec de l'or. Parce que finalement, c'est une transformation. C'est une construction de soi en tant qu'individu. Hein, on parlait de résilience individuelle, mais aussi en tant qu'organisation. Une organisation sort plus fort d'un après-crise. En tout cas, si elle suit ces processus, c'est censé être ça et non pas l'inverse. Et tout élément toxique qui n'aurait pas été traité, encore une fois, dans l'après-crise, reviendra en plus fort aux prochaines crises, ou même peut-être instaurera une ambiance délétère ou des processus erronés, faux, qui pourraient amener encore à de la négligence et qui pourraient générer, on peut l'imaginer, une crise rampante qui pourrait survenir dans les mois qui suivent. Donc ici, ce qui est essentiel, c'est de s'assurer d'avoir considéré ces éléments-là. Et puis, je pense, analyser le nouvel écosystème dans lequel on est. Si vous regardez le monde post-Covid, il a bien changé. Le monde d'avant n'existe plus. Donc si c'est une crise, le monde d'après doit avoir soit des nouvelles régulations, soit des nouveaux acteurs, des nouvelles technologies, des nouvelles menaces. Donc là, de nouveau, on recommence. On reprend son registre des risques, on réidentifie les risques systémiques et on recommence. Sauf qu'on considère le nouvel écosystème. Donc, beaucoup aiment bien dire avant la crise, c'est après la crise. Pas exactement, parce que le monde a changé. Et donc, on doit intégrer tout ça dans la révision des plans et dans la préparation. Et c'est le dernier point que tu mentionnes qui est si important, c'est de tester justement cette réorganisation. Bah, bien sûr. Donc, dans l'avant-crise, on forme, on entraîne sur ces différentes choses construites, sur ces différentes structures, sur ces processus et ces protocoles. Et dans l'après-crise, on va tester ces modifications. On va tester ces adaptations. Et là, de nouveau, on peut prendre l'exercice de table. Alors qu'on peut avoir tendance à se reposer Bah oui. et à repartir On se dit c'est bon, ça y est, quotidien. voilà, on a mis en place les mesures, tout est verrouillé, on est bon. Non, on n'est jamais bon. Retour sur l'humilité. Partez du principe que ce que vous pensez qui va arriver n'arrivera pas sous cette forme-là. Testez-vous, remettez-vous en question. C'est une forme de science de l'humilité d'une certaine manière, mais aussi surtout vous gardez l'attention de vos collaborateurs. N'oubliez pas qu'ils sont vos yeux, vos mains, vos oreilles et votre bouche. Donc, utilisez encore une fois cette interopérabilité et solliciter la participation de tous. Et il y a une approche qui est bien et qui est très bien faite par le groupe Holcim avec leur Chief Resilience Officer qui est Cédric Morigi, et il parle de bottom-up resiliency. On devrait parler de gestion de crise finalement à l'ensemble des collaborateurs. Pas tous doivent connaître parfaitement la méthodologie, les plans, etc., mais ils doivent avoir au moins une sensibilité au sujet dès le début. Très bien. Écoute, merci Gauthier pour tous ces éclairages. Peut-être un récap pour après la crise. Voilà. Donc, les objectifs, soutenir les personnes affectées par la crise et qui ont géré la crise, revoir les stratégies et les plans, renforcer la résilience organisationnelle et s'adapter aux nouvelles réalités, nouvel écosystème. Les facteurs de succès, l'accompagnement sur le long terme, l'analyse approfondie et multidimensionnelle et la mise en place de tests et de validation. Encore une fois ici, on compte sur les décideurs pour mener le bal. C'est vraiment dans leurs mains. Ils ne doivent pas déléguer cette tâche. Et d'ailleurs, on le mentionne dans les pièges à éviter. Donc, le soutien limité dans le temps, la superficialité du rétexte, finalement, où on touche que la surface alors qu'on n'a pas adressé le problème, l'absence de mise à jour opérationnelle, et puis la délégation de la conduite de cette phase.
Très bien. Eh bien, il nous reste une dizaine de minutes, donc n'hésitez pas, comme l'a dit Jennifer en introduction, à poser sur le chat un certain nombre de questions. On y répondra soit en live, soit sous forme écrite à l'issue de ce webinaire. J'en vois déjà deux intéressantes, Gauthier. Vous qui avez conseillé beaucoup d'entreprises dans le monde, quels sont les enseignements transverses que vous en tirez? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Et je pense qu'on en avait parlé en plus, Christophe, il n'y a pas longtemps. On reconnaît très rapidement que chaque organisation connaît son domaine d'expertise. Ça, je pense, c'est indéniable. Et moi, quand je fais des exercices, on fait avec nos équipes, on voit l'expertise, la connaissance métier est fantastique. Ce qui manque, je pense, c'est la méthodologie. C'est une approche structurée, comme l'a mentionné Jean-Louis avec la méthode Calme, ou alors la nôtre, ou alors ce que ISO 22361 recommande, c'est finalement avoir une méthode. La méthode, elle est utile d'abord dans l'approche, donc dans l'avant-crise, dans la détection, etc. Elle est bonne surtout dans la formation parce que la méthode permet finalement de créer une mémoire musculaire intellectuelle. Alors, beaucoup utilisent des documents modèles pour faire leurs exercices, ou même certains l'utilisent pendant le temps de crise. C'est une chose que l'on recommande aussi. Ça dépend encore une fois de la culture de l'entreprise et puis de son savoir-faire et de son savoir-être. Mais je pense que ici, faire confiance à une approche structurée permet aussi d'avoir une unité de doctrine sur l'ensemble des sites et aussi sur l'ensemble peut-être des pays dans lesquels les organisations opèrent. Souvenez-vous, on veut une approche agnostique parce qu'on veut pouvoir tacler l'ensemble des types de crises. En ayant une méthodologie unique et agnostique, ça permet de le faire. Donc encore une fois, garder l'expertise métier, faire confiance aux experts en temps de crise, hein, c'est eux qui vont vous dire si votre option que vous allez développer, elle tient la route ou elle tient pas la route. Donc s'assurer du terrain, mais surtout d'avoir un mode de raisonnement, ce que les Anglais appellent le design thinking, en place. On nous demande de remettre à l'écran la dernière slide de Gauthier, si tu peux. Voilà, merci. Autre question, est-il possible d'avoir un exemple concret de gestion de crise réussie? Oula, alors, il n'y a jamais, je pense, les Suisses allemands, dont je partage la moitié de la nationalité, nous disent très souvent qu'il n'y a pas de bonnes, il y a que des mauvaises, il y a que des bonnes mauvaises solutions. Et il vaut mieux une solution à temps incomplète que complète trop tard. Je pense que une bonne crise gérée, d'abord, c'est une crise consciente. C'est une crise qui a gardé en tout temps l'humain au centre. Ensuite, c'est une crise dont on ressort plus fort et qu'on a su gérer aux 3 niveaux. Donc, c'est une approche holistique finalement. Mais très peu de crises n'ont pas de dommages collatéraux, malheureusement. Si vraiment c'est une définition de crise, ou alors on parle d'un incident ou d'un incident majeur, mais c'est pas la même chose. Et je crois que l'opportunité d'avoir réussi à se réinventer, pour moi, fait la différence entre une gestion de crise passive, si je peux me permettre, et une gestion de crise proactive. Je prends l'exemple de Tylenol chez Johnson Johnson. Tout le monde connaît cette étude de cas que j'adore enseigner dans les différentes entités où je vais, qui finalement, après avoir eu une crise de produits, hein, où soi-disant leurs produits tuaient des gens, Oui. alors qu'en fait c'était un serial killer qui l'a mis en place. D'ailleurs, toujours un cold case aujourd'hui, un non élucidé. Ils ont réinventé le système de verrouillage et de sealing sur les produits médicaments. Ils sont devenus, en moins d'un an, le leader mondial de la protection et du market safety sur les médicaments aux États-Unis, maintenant dans le monde. Donc, je pense que Johnson Johnson, voilà, est peut-être un exemple parfait d'une gestion de crise réussie qui a su utiliser l'opportunité. Gauthier, pouvez-vous énumérer à nouveau les différentes parties prenantes, modèle des 5 P, partenaires, presse, population? Bien sûr. Alors, on recommence. Le personnel, donc votre personnel, il y a différents niveaux, différents rôles au sein de votre organisation. Ensuite, les pouvoirs. Vous pouvez avoir un board, un comité non exécutif qui peut effectuer une certaine pression sur vous, donc interne ou externe, ou alors les politiques, les regulators, donc les organes de contrôle. Ensuite, vous avez les partenaires, donc là, ça peut être vos fournisseurs, ça peut être tout ce qu'on appelle les tiers qui vous aident à réaliser vos activités et à développer vos produits ou vos services. Ensuite, vous avez la presse. Donc là, on met la presse digitale, écrite, visuelle à l'intérieur. Et enfin, la population. Donc la population locale où vous opérez ou autour du site où vous vous trouvez. Donc c'est les fameux 5 P. Mais attention, les P peuvent dépendre très souvent de la crise.
Donc les grandes familles restent les mêmes, mais par exemple, les familles de vos employés, dont un employé sera en situation critique, vous les placez où? Vous les placez en pouvoir parce qu'ils ont un élément de levier sur vous, ou est-ce que vous les mettez en partenaire? Donc c'est très important de cadrer, de cartographier ces parties prenantes. Tous les combien de temps devons-nous faire ces exercices? Bon, ça dépend quel type d'exercice. Minimum une fois par an. Ça, je pense que c'est même pas discutable, c'est le strict minimum. Je l'accompagnerai par un programme tout au long de l'année avec peut-être des petites formations, comme je l'ai mentionné avant, des flash training, des 45 minutes par-ci, des 1 heure par-là, qui est fait aussi par l'organisation elle-même. Alors c'est bien de venir voir International SOS et on est ravis de vous aider, mais c'est bien si vous vous appropriez aussi ces formations et que vous puissiez les dispenser directement par vous-même. Donc encore une fois, une simulation de crise par an, minimum, et puis pourquoi pas 2 à 3 petits exercices en parallèle comme l'exercice de table ou alors des flash simulations à côté. Certaines structures envisagent ou utilisent un dispositif de gestion de crise en dématérialisé, sur Teams par exemple. Avez-vous un avis sur le sujet? Ouais, alors j'ai un avis, j'ai surtout un grand point d'interrogation. Et là, je pense que personne aujourd'hui a la réponse. Par contre, je parlais avec un fournisseur d'outils digitaux que je ne peux pas citer ici, qui ont créé maintenant la digitalisation, un outil qui permet de digitaliser la salle de la cellule de crise. Et tout ce que vous écrivez sur les tableaux, finalement, se reproduit aussi en ligne. Donc ça, c'est pas mal. Il y a différents outils aussi, des plateformes collaboratives, des tableaux blancs collaboratifs qui sont très bien. Mais attention, vous ne pouvez pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Vous ne pouvez pas faire complètement digital. Il vous faut garder un format papier à côté. La crise de l'énergie nous a prouvé que la source en alimentation n'est pas assurée, surtout en temps de crise, surtout en situation géopolitique critique. Donc, gardez toujours les deux éléments en backup. Mais il existe, oui, beaucoup mentionnent Teams. Il y a d'autres plateformes centralisées qui sont utilisables. Mais la question, encore une fois, c'est comment est-ce que j'amène les contributions de mes répondants sur les documents et comment est-ce que je le solutionne ensemble. Et puis, la question de la confidentialité se pose. Oui. Je vois combien d'organisations utiliser des systèmes de messagerie verte, qu'on connaît bien, qui malheureusement, du moment que vous n'avez pas la clé chiffrée chez vous, n'assure en rien le fait que votre information est protégée. Donc, voilà, ce sont des questions. Alors, on a des solutions à vous proposer, on a des idées, on a à comparer avec d'autres organisations des bonnes pratiques qu'on peut vous recommander, mais le but, c'est de les tester. Donc, quand vous faites une simulation de crise, vous vous souvenez, c'est échelle indice, on vous recommande de mettre de manière obligatoire 1 à 2 personnes en ligne. Comme ça, on teste à chaque fois le mode hybride. Très bien. Une question de la part d'une étudiante en master de gestion de la communication. Quelle qualité recommandez-vous d'avoir pour être un bon leader de gestion de crise? Un bon leader de gestion de crise. Alors, c'est très contre-intuitif, mais un bon leader en gestion de crise doit être un leader qui conduit par l'arrière. Ouais. Il est là, il donne les lignes directrices, comme tu l'as mentionné avant, il donne l'intention, il donne la vision, et surtout, il se fait sa propre idée pour solutionner le problème sans influencer la cellule de crise. La cellule de crise, elle, est gérée par le coordinateur. Vous l'appelez le secrétaire général, peu importe comment vous l'appelez. Et c'est ce coordinateur qui va faire que les équipes vont travailler à l'unisson, j'aime bien prendre la métaphore d'un orchestre, d'un chef d'orchestre, et qui vont ensuite aller dans la direction du chef ou de la chef. Et ensuite, les deux entités se rencontrent pour le rapport de décision, le chef ou la chef ayant déjà aussi sa propre idée de la manière dont on va solutionner la crise, et ils vont se défier dans la présentation des options, mais surtout, il va laisser la place, et c'est ça, je pense, la qualité d'un ou d'une grande chef en gestion de crise, la place pour la créativité. Mais il doit aussi être capable de dire, OK, maintenant, stop, c'est ma décision, j'en porte la responsabilité, on y va. Donc voilà, il faut trouver une personne qui est capable de gérer un petit peu ces deux approches-là. Peut-être une dernière question, il y en a encore d'autres. Vous avez mentionné l'importance de l'anticipation. Quelles mesures préconisez-vous pour l'intégrer à sa juste place dans l'activité de gestion de crise? Alors, nous, ce qu'on recommande maintenant, c'est que dans la cellule de crise, je l'ai dit, vous avez les 3 essentiels, le leader, le coordinateur, les loggers, et puis surtout une cellule anticipation qui ne fait que ça. Vraiment, et les organisations qui le font. La plus-value est absolument gigantesque. Ils se détachent du quotidien, c'est des personnes avec des profils qui connaissent très bien l'organisation, qui sont capables de dire un peu la vérité ou qui sont capables de challenger, défier le statu quo et qui vont imaginer, comme je l'ai dit avant, des dragons et des licornes. Donc, quel est le monde de possibilités que cette crise, qui est un moment de changement, offre finalement aux organisations? Comment est-ce qu'elles peuvent se réinventer et saisir l'opportunité là où elle est? Donc,
dans la réponse à la crise, c'est d'avoir une cellule anticipation. Faites-le, faites-moi confiance, c'est fantastique. Et dans l'avant-crise, encore une fois, modélisation de scénario. Modélisation de scénario, projetez-vous les possibles futurs et entraînez-vous. Prenez ces modélisations et mettez-les dans vos formations de gestion de crise pour les entraîner. Allez, une toute dernière question, si tu peux y répondre rapidement, s'il te plaît. Que pensez-vous des exercices PPI des préfectures, exploitants et populations qui durent 1 ou 2 jours? Je pense qu'elles sont très propres exactement à cette industrie ou à ces éléments gouvernementaux. On sait que les gouvernements ont la tendance à entraîner la chose vraiment en temps réel de plusieurs jours. La question, c'est, enfin, moi je reviens toujours à l'objectif premier, c'est quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Si on veut tester la capacité à durer, bah, très bien, utilisons plusieurs jours. Mais est-ce que les organisations ont le temps de le faire? Est-ce qu'elles ont 2 jours à mettre dans un exercice? Je ne sais pas. Donc, quelle est la plus-value? Ensuite, qu'est-ce qu'on entraîne? Quelle phase de la gestion de crise on veut entraîner? Si on veut entraîner la collaboration interdépartementale ou alors interdisciplinaire, c'est vrai que quelques heures, c'est pas suffisant. Minimum une journée. Et les exercices d'état-major de crise des départements ou alors des gouvernements, très souvent s'articulent dans cette logique-là. Malheureusement, je pense que les organisations corporatives n'ont pas de jours à mettre dedans. Elles ont au grand maximum un jour. Et je pense qu'un jour, c'est suffisant. Mais voilà, encore une fois, quels sont les objectifs de la formation? Qu'est-ce qu'on veut entraîner? Et puis surtout, est-ce qu'on a les moyens de le faire? Et dans quel but? Très bien. Écoute, nous arrivons au terme du webinaire. Euh, Nous avons essayé de vous convaincre ou de finir de vous convaincre que la gestion de crise n'est pas une capacité qui serait réservée aux grandes entreprises ou aux entreprises très staffées en la matière ou aux entreprises très riches, mais bel et bien une capacité stratégique qui protège l'entreprise dès lors que son existence ou que son activité sont elles-mêmes en jeu. Toutes les entreprises, petites, moyennes, grandes, prennent des risques et chacune d'entre elles a la possibilité de se doter relativement efficacement de la capacité de gérer efficacement une crise dès lors qu'on ne cherche pas à réinventer la roue, mais au contraire à s'inspirer de méthodes éprouvées et simples qui ont fait leur preuve. En tous les cas, nous avons fait ce livre blanc et ce webinaire. Si nous l'avons fait, c'est bien parce que parce que depuis 40 ans, chez International SOS, nous avons acquis la conviction que sur la durée, seules les entreprises qui ont cette capacité à surmonter les crises, mais aussi à se renforcer au sortir de chacune d'entre elles, survivront pour affronter un avenir, comme l'a décrit Gauthier, toujours nouveau, mais toujours aussi incertain et risqué. Alors vous retrouverez les grandes lignes de ce qui a été dit dans ce livre blanc qui est à votre disposition sur le site d'International SOS en français. Une version en anglais sera mise en ligne dans quelques semaines. Et bien sûr, vos gestionnaires de compte sont là pour répondre à toutes vos questions, voire vous accompagner si nécessaire. Voilà, je terminerai en remerciant notre expert. Un grand merci, Gauthier. Merci Christophe. Tu vas retourner sans tarder conseiller les entreprises françaises, mais pas seulement. Alors, un grand merci de nous avoir consacré cette matinée. Merci à vous. Voilà. Jennifer, je te rends la parole pour refermer ce Merci. webinaire. Merci Christophe, merci Gauthier. Nous allons maintenant terminer la session. Un très rapide questionnaire de satisfaction va apparaître sur votre écran. Nous apprécierions que vous preniez vraiment quelques secondes pour y répondre. Votre avis est vraiment important pour nous et il nous permet d'améliorer la qualité des interventions qu'on vous propose. Comme l'a rappelé Christophe, vous recevrez très prochainement la présentation, l'enregistrement et le livre blanc pour les personnes qui ne l'ont pas encore téléchargé. Merci encore à Christophe et Gauthier pour cette belle intervention et je vous souhaite à tous une très belle journée. À bientôt. Merci. Merci, au revoir.